Parfait. Alors, bonjour à tous et merci pour venir à l'atelier de mercredi. Alors, on a Marc-André ici avec nous. Alors, Marc, la reste est pour vous. Moi, je vais être en arrière, laisser les personnes rentrer si tu as des questions aussi. OK, parfait. Super. Bien, merci beaucoup, Ryan. Bonjour tout le monde. Bienvenue à cette session d'information, je vais plutôt dire, sur le repreneuriat. Alors, juste pour mon nom, est, comme on dit, Marc-André Lerive, je suis propriétaire de la firme de consultation Unisson Workplace Strategy située à Dieppe. Et puis aujourd'hui, j'ai deux objectifs principaux. Le premier est de vous démontrer l'opportunité qui existe présentement sur le marché pour ceux et celles qui envisagent l'entrepreneuriat via la voie de l'acquisition d'une entreprise existante. Il y a un grand potentiel qui existe. Puis le deuxième, de vous donner quelques conseils comment regarder ce genre d'opportunités-là. Et puis à la fin, deux choses. J'aurai une histoire fait vécu à vous partager, en fait deux faits vécus, puis dans le but de vous démontrer que tout est possible. Puis j'aurai un document pour ceux que ça intéresse, les 10 questions à se poser avant d'acheter une entreprise à cet effet-là. Et puis tout au courant de la présentation, à la fin, il y aura du temps pour des questions, mais si à un moment donné, durant la présentation, si j'emploie un jargon que vous n'êtes pas sûr d'avoir compris, n'hésitez pas de me faire signe et je clarifierai la position. Alors, permettez-moi de partager mon écran. Euh, voilà. OK, alors allons-y. Alors, j'ai titré la première pourquoi des milliers d'entreprises seront en vente et qui les reprendra, parce que c'est la grande question qu'il faut se poser aujourd'hui. Euh, j'ai aussi, j'ai une chose que j'ai oublié de mentionner dans mon introduction, c'est que récemment, j'ai été chercher une certification qu'on appelle Exit Planner Advisor. Alors, c'est pour aider les entreprises à se préparer, les propriétaires à se préparer pour leur prochain chapitre. Et ça m'a mis au courant de certaines statistiques qui sont assez révélateurs. Alors, allons-y. Alors, le grand transfert entrepreneurial, on est présentement dans une décennie qui représente beaucoup, beaucoup d'opportunités pour des gens qui désirent faire l'acquisition d'une entreprise à cet effet-là. Alors, voici quelques chiffres pour vous consciencer de ça. Alors, FCE, c'est la Fédération canadienne des entreprises indépendantes, une entreprise canadienne dont laquelle je suis membre, mon entreprise est membre et plusieurs entreprises. On a fait une étude en 2022. Et puis, voici les résultats, là. 76 des propriétaires d'entreprises dans les 10 prochaines années, alors ce qui veut dire nous sommes en plein milieu, qui pensent de transférer, de passer le flambeau à quelqu'un d'autre. OK? Alors, ça veut dire que, comme ça vous indique, grande majorité d'entreprises deviennent disponibles. Puis si vous vous demandez pourquoi, ben, c'est tout l'effet ce qu'on appelle les baby boomers, des gens comme moi, là, qui sont à l'heure de penser à autre chose, qu'il faut trouver soit la relève ou la vente de notre entreprise. Le seul petit bémol dans tout ça ici, c'est que le prochain point, c'est malheureusement, puis ça, je le vois d'une façon quotidienne, je vous dirais, il y a très peu de propriétaires qui ont un plan de sortie. Alors, comme on dit, selon l'étude, un propriétaire sur 10 a un plan de relève. Alors, le reste, c'est un peu de l'inconnu, c'est non planifié. Puis, vous savez, comme moi, il y a une expression qui dit si vous, en anglais, on dit if you fail to plan, you plan to fail. Alors, si je ne prends pas le temps de bien planifier, en vérité, je suis en train de m'organiser pour ne pas réussir à transférer mon entreprise. Puis, lorsque j'ai fait mon étude pour ma certification de CIPA, ben, j'ai appris que statistiquement parlant, il y a 20 à 30 des entreprises qui ne trouvent pas de preneur
C'est quand même énorme là, qu'on pense à ça, de 20 à 30 des entreprises. Il semblerait aussi que pour les transactions de moins de 5 millions de dollars, ce pourcentage-là augmente. Et moi, je suis au courant de certaines situations où des entrepreneurs ont tout simplement mis la clé dans la porte et n'ont jamais trouvé d'acheteur à cet effet-là. Une autre partie intéressante, si on se pose la question, OK, mais c'est quoi le défi des propriétaires actuels pour transférer l'entreprise? Le premier, le plus important, c'est de trouver un acheteur adéquat. Puis tantôt, là, je vous parlais, là, puis je pense qu'ici, votre opportunité pour certains d'entre vous, c'est de devenir un acheteur adéquat pour l'entrepreneur. Bon, on parle d'après ça de suivre l'entreprise, mais le dernier point qui était aussi, c'est la dépendance à l'égard du projet des activités quotidiennes. Alors, une réalité qui existe dans les PME, c'est les entreprises sont souvent à l'image de l'entrepreneur, du propriétaire, et beaucoup de choses dépendent de lui. Alors, pour un acheteur, c'est un risque. Alors, pour un acheteur qui est peut-être comme vous autres, vous pourriez dire, bien, ce risque-là, voici comment je vais l'adresser à cet effet-là. On en parlera un peu plus tard dans la présentation. Alors, tout ça, c'est des chiffres pour vous montrer que voici l'opportunité. Et puis, vous avez sûrement déjà entendu parler du principe économique. Quand l'offre excède la demande, qu'est-ce qui se passe? Bien souvent, on dit que le prix baisse. Je ne dirais pas ici que le prix va baisser, mais que la flexibilité va augmenter des entrepreneurs parce que beaucoup d'entre eux autres, s'ils ne veulent pas euh, perdre une partie de leur valeur, de leur business, devront faire certaines concessions. Parce que gardez en mémoire que pour la plupart des entrepreneurs, comme moi et tous les autres, une grande partie de notre fonds de pension est la valeur de notre entreprise. Alors, si je veux avoir une retraite agréable, j'aimerais être capable d'avoir un retour intéressant sur mon entreprise. Sinon, est-ce que ça veut dire que je vais me retirer après avoir travaillé toutes ces années-là, puis être obligé de baisser mon style de vie? C'est là qui vient le défi. Ça va? Alors, maintenant, rapidement, je vais prendre le temps de vous parler de deux styles d'entrepreneurs que moi, je reconnais sur le marché. Les deux styles sont très valables. C'est simplement deux stratégies très différentes. Il y a des pour et des contre à chacun d'eux. Alors, style de vie, souvent, lorsqu'on est un entrepreneur style de vie, c'est comme si je vous dirais la façon de le prendre, c'est je m'achète une job. Je me suis acheté un emploi. Ça veut dire que c'est une entreprise. Souvent, c'est des micro-entreprises que l'entreprise dépend souvent de la personne elle-même. Alors, exemple, un coiffeur, coiffeuse, un comptable qui part sa propre pratique, un avocat qui part sa propre pratique. Bien, l'avocat, c'est la connaissance d'entreprise. Alors, le défi, c'est tout le temps que, bon, si un jour je veux me retirer, qu'est-ce qui se passe avec ma pratique? Ou ainsi de suite. Est-ce que je peux la revendre? Et ainsi de suite. Dans certains cas, oui. Dans d'autres cas, c'est très difficile à revendre. Tandis qu'un entrepreneur de la création de valeur, c'est quelqu'un qui achète une entreprise et qui veut bâtir, qui veut grossir l'entreprise pour pouvoir augmenter sa valeur personnelle au niveau avec l'idée de son fonds de pension. Okay? Alors, ici, là, c'est pourquoi je vous parle de ça. Parce que dès le départ, selon votre décision, ça va amener des décisions différentes dans votre cheminement de devenir entrepreneur. Moi, rapidement, j'étais longtemps, je pensais que je voulais créer de la valeur, mais j'étais longtemps un style de vie d'entrepreneur. Puis aujourd'hui, en rétrospective, si j'aurais été conscient de ça, j'aurais pris beaucoup de décisions différentes dans le passé, qui probablement qu'aujourd'hui, je serai en meilleure position qu'au niveau de l'atteinte de mes objectifs de retraite à cet effet-là. Bon, maintenant, comme on dit souvent, j'ai été banquier aussi dans ma carrière. Ça fait 25 ans environ, je suis consultant. Puis après ça, 27 années avant, j'étais dans le domaine financier, banque et la PK. Puis souvent, lorsqu'on entend je veux devenir entrepreneur, le premier réflexe qu'on a, c'est il veut démarrer une entreprise. Ah oui, c'est vrai, c'est une opportunité, mais il y a aussi le reprenariat qu'aujourd'hui qu'il ne faut pas négliger, à mon avis. Puis tout ça dépend de votre capacité face à votre situation personnelle,
à cet effet-là. Alors, aujourd'hui, je ne parlerai pas de création d'entreprise, je vais parler de reprenariat principalement, parce que c'est ça qui est le but de la rencontre, parce qu'à mon avis, c'est une avenue qu'il ne faut pas négliger, malgré qu'il y a des défis, mais il ne faut pas négliger l'approche de reprenariat. OK, alors, pourquoi je considère que l'achat d'une entreprise est une meilleure option que le démarrage? Ça, c'est mon opinion personnelle, là. On pourrait débattre, mais moi aussi, pourquoi? Bon, premièrement, j'ai acheté une entreprise existante. Puis lorsqu'on parle d'acheter une entreprise existante, on s'entend ici, je privilégie une entreprise qui a fait plusieurs années qui est en opération. Mon critère à moi, c'est 10 ans et plus, que je trouve que ça commence à avoir de la sens, du sens, et il doit être profitable. Parce qu'acheter une entreprise qui n'est pas profitable, c'est d'autres problématiques. Alors, si vous achetez une entreprise, puis il y en a beaucoup là-dessus le marché actuellement qui sont existantes depuis plus de 10 ans et puis qui sont très profitables, mais l'avantage, voici, c'est que du jour 1 que vous devenez propriétaire, il y a des clients déjà existants. Alors, vous n'avez pas besoin d'essayer de convaincre le monde de venir acheter chez vous. Ils sont déjà là. Vous avez des revenus immédiats. Alors, jour 1, il y a des ventes qui vont se faire, il y a des clients qui vont appeler, il y a des projets qui vont pouvoir le jour. Vous avez déjà des employés en place, donc vous avez déjà une connaissance existante au sein de l'entreprise. Vous n'êtes pas besoin de tout réinventer. Il y a des processus existants. Puis le financement est souvent plus facile si vous faites appel à du financement, parce qu'une entreprise financière, une banque, va regarder l'entreprise que vous achetez, puis la première question qu'ils vont se poser, est-ce qu'elle est rentable? Est-ce qu'elle génère assez de fonds de roulement pour payer la dette que vous voulez entreprendre pour acheter le business? Alors, pour moi, c'est des avantages puissants parce que si on regardera tantôt que si je partirais une business, il y a beaucoup de ces choses-là qui n'existent pas, mais il n'y a rien de mal à partir une business aussi de zéro. Alors, juste vous rappeler là, que, comme je dis, là, quand vous achetez une entreprise, c'est pas juste acheter des équipements ou une bâtisse, là. Vous achetez un système économique qui fonctionne déjà, qui a fait ses preuves jusqu'à un certain point. Vous pourriez certainement l'améliorer, mais pour l'instant, au moins, il y a quelque chose d'existant. Bon, alors, par contre, hein, il y a tout le temps deux côtés à une médaille, comme on dit. Alors, les réalités du reprenariat. Alors, bon, c'est une chose que vous devez être conscient, là, c'est l'entreprise dépend souvent du propriétaire. Alors, ce qui veut dire que la transition entre l'acheteur et le propriétaire devient critique, une bonne transition. Les chiffres ne sont pas toujours parfaits. Alors, c'est dans toute entreprise. euh, je me rappelle très bien, moi, puis juste pour vous donner un exemple, même quand j'étais banquier, j'avais des clients, une entreprise qui a des inventaires, exemple. J'ai, j'ai aucune mémoire où est-ce que j'ai vu que les entrepreneurs, le chiffre indiqué sur le bilan de l'entreprise et le chiffre réel était similaire. Il y a toujours un écart. Alors, les chiffres ne sont pas toujours parfaits, c'est correct. Il y a toujours le processus qu'on appelle de diligence, ou ce qu'on peut faire pour pouvoir s'assurer de ne pas être trop surpris. La culture doit être gagnée. Alors, c'est sûr que vous achetez une entreprise, euh, vous devez gagner la culture qui est en place. Vous avez déjà une culture en place. Vous arrivez. Alors, c'est une adaptation. La culture qui est en place n'est pas nécessairement la culture que vous aimeriez, mais le conseil que je vous donne, c'est de ne pas tenter de changer la culture dès vos premières journées. Vous devriez attendre un peu pour établir un peu votre crédibilité face aux employés présents. Le financement il peut être complexe. Complexe pourquoi? Ben, il peut y avoir des bailleurs de fonds impliqués, soit les banques, soit les CBDC, des fois qui vont s'impliquer. Il peut y avoir ce qu'on appelle un vendor take-back. Ça veut dire que le vendeur va vous financer une partie de la transaction, fait une certaine complexité. Puis, bien entendu, le dernier et non le moindre, c'est tout le côté émotionnel de la transaction. Euh, Rappelez-vous souvent que le propriétaire de l'entreprise, surtout s'il a créé cette entreprise-là, a mis toutes ses énergies, toute sa fierté,
à travers le business et il est très attaché à sa business. Alors, il y a tout un petit côté émotionnel qui peut emmener des défis en soi lorsqu'on fait une transition à un nouvel acheteur. OK, maintenant, j'aimerais juste comparer, c'est ici que je fais une petite comparaison entre si vous faites un démarrage ou une acquisition d'une entreprise. Puis c'est juste pour, encore une fois, vous faire réfléchir. Alors, la différence au niveau création versus optimisation, si je pourrais dire. Alors, lorsque je démarre, bien, vous commencez par une idée, hein. Vous avez une idée, c'est soit qu'il y a un service qui n'existe pas, ou vous avez un produit, vous avez créé un produit, ou une nouvelle approche que vous voulez partir. Alors, ici, c'est beaucoup de créativité qui rentre en ligne de compte. Et puis, puis en plus, vous créez votre propre culture, hein, parce que si je démarre mon entreprise aujourd'hui, je suis potentiellement seul ou avec un collègue. Puis au fur et à mesure que je vais embaucher des gens, je vais créer ma culture au fur et à mesure. Tandis que si on regarde une acquisition, bien, vous commencez, c'est pas une question d'avec une idée, vous commencez avec un système. Vous avez, c'est plus vraiment de la créativité nécessaire, c'est plutôt de l'analyse et de l'intégration à dans l'entreprise. Puis, c'est pas créer une propre culture, c'est vous adapter et dire une culture existante. OK? Euh, puis je reviens là-dessus, là, le conseil que je donne tout le temps, puis c'est même pas juste dans l'achat d'entreprise, je dirais le même conseil à quelqu'un qui serait nommé directeur de département. Là, au minimum, les 90 premiers jours, vous ne faites aucun changement. Vous devriez plutôt regarder, poser des questions, comprendre ce qui se passe, établir des liens avec l'équipe. Puis après 90 jours, vous serez en meilleure position pour pouvoir commencer à faire votre changement de culture. Mais surtout, si c'est bien fait ce premier 90 jours-là, si vous avez pris le temps d'écouter, de comprendre, de vous intéresser aux gens, vous avez un peu acquis un peu de crédibilité et un peu gagné leur cœur, si je pourrais dire, pour vous permettre après ça de faire tranquillement un changement de culture, qui est pour moi une tâche extrêmement difficile à faire jusqu'à un certain point. Lorsqu'on parle de... Dans 2 minutes, là, juste un instant. OK. RIP et profil de risque. Alors, démarrage, on prend du temps pour augmenter ça prend du temps pour augmenter les revenus. On n'a pas de vente au départ. Le risque donc, est plus élevé. Contrôle plus élevé, par contre. Puis, vous bâtissez une réputation. Tandis que dans une entreprise existante, vous avez un flux de trésorerie à partir du jour 1. Le risque doit être plus faible, mais plus complexe, parce que vous avez déjà tout un système en place. Il faut apprendre le système, les recevables, les payables, et ainsi de suite. Puis, vous héritez d'une réputation, puis bien entendu, ici, qu'elle soit bonne ou mauvaise, si vous avez pris la décision d'acheter l'entreprise, elle est là. Puis, si malheureusement, vous vous retrouvez dans cette situation où la réputation est plus ou moins bonne, ben, potentiellement, votre premier rôle sera d'essayer de rétablir cette réputation-là auprès de vos clients. Après ça, ben, l'ensemble des compétences requises, c'est là qui est important. Alors, démarrage, c'est développement de produits, la vente. Alors, c'est là que beaucoup, il faut développer, innovation, la vente. On essaie des marchés, on essaie de mettre en place une image de marque, puis le cran pour surmonter les inconnus, parce qu'on est vraiment dans une zone grise. Tandis qu'une acquisition, ben, c'est plus ou moins du développement de produits, c'est plutôt de l'analyse financière puis du leadership parce que vous avez déjà des résultats financiers sur une base régulière. Vous avez une équipe à gérer, donc c'est plus ce côté-là qu'il faut faire. La gestion des personnes, la diligence raisonnable, puis le jugement pour évaluer ce qui fonctionne et ce qui fonctionne moins bien. OK? Alors, voyez-vous, il y a quand même une grande différence entre les deux au niveau de compétences nécessaires dans cette transaction-là. OK.
Alors, voici quelques questions qui pourraient vous aider, là, puis je le mentionne tout de suite, là, pour ceux et celles qui seraient intéressés, que je leur fasse parvenir le fameux questionnaire, les 10 questions à se poser avant d'acheter une entreprise. Ne vous gênez pas pour de m'indiquer votre courriel dans le chat et puis je vous enverrai ça avec plaisir. Alors, la première question que posez-vous comme question, c'est est-ce que vous aimez créer ou vous préférez améliorer les choses? Euh, Moi, personnellement, j'ai extrêmement beaucoup de plaisir à améliorer les choses et je ne cherche pas trop à créer. Alors, je préfère de prendre de quoi existant et de l'améliorer. Alors, ça, c'est à cause de quoi? Puis c'est un peu ma personnalité qui est un peu, je cherche tout le temps le côté pratico-pratique des choses. Alors, je préfère prendre quelque chose qui existe et l'améliorer. J'ai beaucoup de satisfaction à faire ça. La deuxième question que vous pouvez vous poser, c'est prendre beaucoup plus de risques. Préférez-vous prendre des risques ou optimiser quelque chose qui fonctionne déjà? OK? Alors, ça, c'est votre niveau de tolérance au risque. Euh, Si vous connaissez du monde qui ont démarré une entreprise, ben, probablement que vous savez qu'il y a prenons des statistiques qui existent, là, que je ne me rappelle plus exactement, là, mais il y a pas beaucoup. Le pourcentage d'entreprises créées qui survivent 3 ans, et je pense qu'il y a 30 d'entreprises qui ne passent pas 3 ans. Alors, c'est quand même un risque assez élevé, là. Puis, si on vous dirait que faites telle activité, mais vous avez 30 de chances de faillir, peut-être qu'on y penserait 2 fois avant de faire l'activité. Alors, jusqu'à un certain point, il y a un risque ici. Tandis que si on achète une entreprise qui est en opération depuis plus de 10 ans, on ne dit pas qu'il n'y a plus de risque, mais le risque est moindre et puis on peut continuer à optimiser. Ce qui me fait penser, lundi, lors de la présentation en anglais, une des participantes me disait, ben oui, mais moi, j'aime ça aussi créer. Alors, une fois que vous êtes propriétaire d'entreprise, une fois que vous avez appris l'entreprise, une fois que vous avez intégré et tout, puis elle fonctionne très bien, hey, vous devez innover, hein. Moi, je suis convaincu qu'une entreprise ne peut pas subsister sans innover, quelle que soit l'entreprise. Si je prends exemple chez Nusson, nous, normalement, à tous les ans, au pire, à tous les 2 ans, on amène un nouveau service en place ou on innove un nouveau service. Alors, exemple, voilà 2 ans, on avait innové avec ce qu'on appelle tout le côté environnemental au niveau de l'efficacité des entreprises. Cette année, c'est toute ma certification de Exit Planner là, pour accompagner les entrepreneurs. Alors, il faut toujours innover. Il y a toujours la place à innover dans une entreprise existante. Sauf que je vous conseille de ne pas vouloir tout changer dans la première année. Laissez un peu de temps, des choses à prendre place. Puis après ça, bien, voulez-vous inventer un produit ou diriger l'entreprise? Deux compétences complètement différentes à cet effet-là, toujours intéressantes l'une ou l'autre. OK. Je ne sais pas si, avant d'aller à mon histoire, là, je ne sais pas s'il y a des questions, des gens qui auraient des commentaires à faire avant qu'on aille plus loin. Oui, Hila? Alors moi, ma question, elle est au niveau du financement. Donc, comme Oui. vous avez parlé d'un financement assez complexe, euh, je, enfin, il y a beaucoup de nouveaux arrivants qui arrivent et qui ont l'envie justement de se lancer dans l'entrepreneuriat, que ce soit le reprenariat ou bien créer l'entreprise. Au niveau du reprenariat, est-ce que vous pensez que quelqu'un qui n'a pas, je veux dire, selon le système canadien, tout ce qui est credit score et puis peut-être background, est-ce que quelqu'un avec ce profil-là, mais qui a quand même l'envie de se lancer, peut obtenir des financements assez facilement? Parce que je pense que c'est aussi une barrière à la vente ou à l'achat des entreprises existantes. Je te dirais que malheureusement, la réponse à ta question est oui. Le défi va être là. Mais c'est un défi, mais ce n'est pas impossible à réaliser. Puis tantôt, je vous parlerai peut-être d'une approche qui pourrait être envisagée, qui rendrait le financement plus facile par rapport à
si on veut faire appel à une institution financière à cet effet-là. Alors, Oui, oui. il y a une façon de le faire, à mon avis, qui va demander de la patience. C'est tout le temps ça qui arrive, c'est un peu de patience de la part de l'acheteur pour dire, OK, ben, pour atteindre mon objectif, voici le compromis que je dois faire. Mais il y a une façon qu'on peut quand même, dès le départ, être impliqué dans le business, mais que la transaction finale va peut-être prendre quelques années, mais au moins tout va se faire comme on dit, là, en douceur à cet effet-là, puis qui va augmenter la facilité d'avoir du financement à l'extérieur par une institution financière. Mais le Alors, vendeur ne va pas attendre tout ce temps-là. oh, ça dépend. Je vous dirais que dans le contexte actuel, l'offre excède la demande. Vous pourriez être surpris que des fois, les entrepreneurs sont prêts à être patients. OK. OK? Puis je vous conterai mon histoire tantôt. C'est une preuve concrète que c'est faisable. Euh, oui, OK, je ne suis pas un immigrant, mais il reste que l'approche que j'ai prise, j'ai fait des concessions et puis ça a marché, puis on est là comme tel. OK. OK? OK. Merci. Ça fait plaisir. Ruth, je pense que tu as une question. Oui, bonjour et bonjour à tout le monde et merci pour ce webinaire. En fait, ma question, c'est de votre point de vue qui est déjà un entrepreneur, Oui. OK? Quelqu'un qui est intéressé par l'entrepreneuriat, qui n'a pas les compétences ou les skills ou comment est-ce que je peux dire, les connaissances nécessaires pour ça et qui est nouvellement arrivé au Canada, comme moi. Mhm. Qu'est-ce que vous conseilleriez comme formation, comme certification pour que cette personne devienne un bon entrepreneur et qui, pour repreneur, pour que son business fonctionne? C'est-à-dire, il ne va pas acheter, il ne va pas reprendre une entreprise qui fonctionnait et puis échouer. Qu'est-ce que quels seraient vos conseils en termes de formation et de certification? Merci. Oui. Je vais juste revenir je vais repartager ma présentation, juste pour vous ramener sur une des. Est-ce que vous êtes tout le temps là? Oui? OK. Bon. Si je reviens, est-ce que vous voyez mon écran présentement? Ruth? Oui. Oui? Oui, oui, OK. oui. Parfait. OK. Alors, juste un instant, là, je vais juste me repositionner ici. Bon. Si je regarde cette slide ici au niveau d'acquisition, puis si je regarde au niveau de encore faire un démarrage acquisition, je vous dirais que potentiellement, ce qui pourrait vous être utile, parce que souvent, je vois ça sur le défi dans les entrepreneurs avec qui je fais affaire aujourd'hui. Bon, parce que moi, je patauge beaucoup dans un domaine manufacturier, dans les domaines manufacturiers, puis souvent, les entrepreneurs, hommes ou femmes, ils ont une très grande compétence technique. C'est-à-dire, exemple, j'ai des entrepreneurs, c'est des machinistes de métier. J'ai vu des gens qui étaient des pâtissiers de métier. Alors, ils sont très forts techniquement, mais lorsqu'on tombe dans le côté finance, comprendre les états financiers, leadership, là, on tombe dans un milieu vraiment inconfortable. Je vais prendre le mot là, que je sens vraiment un inconfort complet. Puis je vous dirais même que jusqu'à un certain point, certains entrepreneurs sont mal à l'aise d'admettre qu'ils ne comprennent rien dans les états financiers. Puis je me rappellerai toujours quand j'étais banquier, puis qu'un entrepreneur venait me voir pour avoir un financement, puis après avoir analysé l'état financier, je posais des questions sur leur état financier. Souvent, on me répondait, mais faudrait-tu parler à mon comptable? Je ne sais pas comment te répondre. Ben, ma réponse à ce moment-là, j'ai dit, c'est pas avec comptable que je fais affaire, c'est avec toi. Et pour moi, tu devrais comprendre. Alors, la réponse à ta question, Ruth, je dirais potentiellement, pas devenir
un CPA, c'est pas ça que je parle, parce qu'en tant qu'à moi, c'est pas important, mais avoir une compréhension des états financiers. Alors, je sais qu'il y a il y a des livres qui existent ou il y a des cours qui se donnent sur comment comprendre un état financier. C'est quoi un bilan? C'est quoi un état de revenus dépenses? C'est quoi un flux de trésorerie? Puis c'est quoi les ratios financiers? Parce que ça, je pense, en partant, c'est un jour où vous faites appel à une institution financière pour du financement, puis vous avez un langage qui aime entendre, ça vous aide en partant. OK? Puis après ça, potentiellement un petit peu de leadership. Puis dans le cas que si vous êtes nouveau arrivant au Canada, ben, c'est sûr, c'est une question de comprendre la culture. Puis écoutez, encore là, j'essaie de vous amener un peu de concret. Euh, je suis Canadien, je suis né à Montréal, j'ai déménagé au Nouveau-Brunswick il y a 30 ans. Si demain matin, je m'en vais acheter une entreprise dans un secteur anglophone, il va falloir que je fasse attention pour bien comprendre la culture anglophone, parce que c'est un peu différent. Il ne faut pas s'en cacher, c'est la réalité. Puis jusqu'à un certain point, si j'achèterais une entreprise dans une communauté rurale du Nouveau-Brunswick francophone, je devrais aussi prendre le temps de comprendre la culture qui est en place à cet effet-là. Ça va, Ruth? Oui, jusqu'à présent, ça va. Ah, OK, je pense, Léonel, tu as une question? Oui, bonjour Marc. Bonjour. Bonjour à tout le monde. Moi, ma question est de savoir, à travers le système de reprenariat, comment se passe la transition au niveau, par exemple, de la compatibilité avec le futur nouveau propriétaire et, par exemple, ses nouveaux collaborateurs, parce que je pense que c'est un défi aussi à relever qui n'est pas à négliger. Et aussi l'environnement, comment est-ce que ça se passe? Ce n'est pas tout. Est-ce que c'est toujours à 100% sur le reprenariat? Est-ce que ce facteur-là aussi, ce n'est pas à prendre en compte? L'intégration, tu parles, Léonel? Oui, Oui, effectivement, au sein de oui, la nouvelle oui, entreprise. définitivement. Je pense que c'est là que c'est très important. Puis pour moi, que tantôt, lorsque je vous conterai mon histoire, ça va vous permettre de réaliser, mais l'intégration, ça revient un petit peu à mon commentaire même des diapos tantôt que j'ai partagé. Tout le côté émotionnel, hein, c'est comme si je peux me permettre une petite analogie, c'est comme si un parent prendrait un de ses enfants puis le confierait à un étranger. Ouais, on est craintif, là. On veut être certain qu'on ne se trompe pas ici, là. Alors, c'est l'intégration. Malheureusement, il n'y a pas de manuel qui existe, je pense, là-dessus. C'est simplement une bonne discussion, un plan d'intégration qui devrait être, selon moi, qui devrait être en place avec des étapes concrètes à accomplir et pour s'assurer que cette transition-là et le transfert de connaissances se fasse du mieux possible. Parce que c'est le plus gros défi actuellement, c'est souvent ça, c'est la connaissance du propriétaire, comment elle va être transférée au nouveau propriétaire. Alors, il y a une transition à faire là-dessus. C'est un gros défi. Malheureusement, je pense, à ce que je sache, il n'y a pas de manuel qui existe là-dessus. Il y a simplement de prendre le temps de s'asseoir et d'en venir avec un plan là-dessus. Ça va? Oui, ça va bon. Sauf que jusqu'ici, c'est, comment je vais dire, je pense que c'est une bonne approche, mais sauf que quand je parle, je suis beaucoup plus sceptique sur ce domaine-là parce que la législation est tellement pointue de telle sorte que vous ne pouvez pas arriver dans un nouveau milieu et que vous avez besoin d'implémenter un système qui est propre à vous et qui vous contraint peut-être à mettre de côté peut-être un collaborateur qui est récidiviste, qui ne veut pas suivre vos principes. Parce que d'autant plus, si l'entreprise change de propriétaire d'office, vous aurez votre touche à apporter. Tout le monde ne serait pas forcément propre à accepter ça. Moi, c'est d'où je vois déjà ce premier challenge-là. Donc, Oui. le fait de me montrer que l'entreprise, elle est rentable, rien ne me garantit que moi, en prenant les commandes,
comment est-ce que ça va se passer? C'est cette transition-là, comment est-ce que ça se passe? Est-ce que c'est en douceur? Est-ce que c'est toujours réussi? Donc, c'est tant de questions que j'essaye un peu d'envisager, quoi. OK. Puis je suis d'accord avec toi, Lionel, ça c'est très difficile. Vous avez sûrement des nouvelles idées que vous mettez en place. De là, tantôt, je parlais du mot de patience et de faire des concessions en sachant que le tout viendra à ce moment-là, à un moment donné, mais c'est là que malheureusement, c'est toute la gestion émotionnelle, autant de l'acheteur que du vendeur qu'il faut essayer de gérer, qui est probablement le plus grand défi qui existe sur le côté reprenariat. Alors, sur ça, laissez-moi vous conter mon histoire. Oui, tu veux-tu d'autres choses, Lionel, d'autres choses à ajouter? Non, c'est bon, c'est correct, merci. OK. Laissez-moi vous conter deux faits vécus, là, si je pourrais dire, pour vous démontrer qu'est-ce qui est faisable à faire. Alors, le premier, c'est que Marc-André Larry, je suis devenu entrepreneur. Premièrement, je ne suis pas d'une famille d'entrepreneurs. Alors, mon père est un fonctionnaire de la fonction publique fédérale et ma mère était mère à la maison. J'ai deux frères et une sœur et bon, ma mère a décidé d'être à la maison. Alors, puis parmi mes frères et sœurs, je suis le seul aujourd'hui entrepreneur. Mes deux frères et ma sœur sont retraités avec un fonds de pension. Et moi, je continue à travailler, puis pas parce que je suis obligé, parce que j'ai beaucoup de plaisir à faire ce que je fais, puis je ne suis pas prêt à me retirer comme tel. Je suis devenu entrepreneur aussi, tu sais, puis vous allez voir tantôt, là, on parlera aussi dans une des questions que je pose dans le fameux questionnaire, c'est demandez-vous pourquoi vous voulez devenir entrepreneur. Parce qu'on souvent, on dit oh, je veux devenir entrepreneur parce que je veux devenir riche. À mon avis, ce n'est pas la bonne réponse. Parce que je veux être libre, à mon avis, ce n'est pas la bonne réponse. Puis je veux être mon propre patron. Ben, moi, j'ai appris une chose depuis que je suis entrepreneur, j'en ai beaucoup de patrons. Parce que quand un employé chez nous ne se présente pas, c'est moi qui dois prendre souvent la place. Alors, il y a tout ça qui font. Alors, moi, mon cheminement personnel a commencé par la lecture de ce livre-là. Excusez-moi, il est en anglais, mais c'est Réveiller le géant en vous. J'avais lu ça, je remonte à une trentaine d'années. J'avais lu ce livre-là, j'ai tout fait les exercices, puis j'en ai conclu après la lecture que je voulais devenir entrepreneur. Mais mettez-vous dans le portrait, là. Moi, là, je retourne 30 ans en arrière, j'avais une quarantaine d'années. Je suis père de 4 enfants. Dans ce temps-là, entre là, le plus vieux avait 10 ans et le plus jeune avait 4 ans. Ma conjointe, nous aussi, on avait pris une décision que ma conjointe resterait à la maison parce qu'on trouvait que ce n'était pas logique qu'elle travaille. Alors, je me suis posé la question, OK, j'aimerais devenir entrepreneur, mais comment je vais faire ça, là? Puis, je ne peux pas me permettre de partir une entreprise à zéro parce que j'ai 4 enfants à nourrir. J'avais 4 enfants à nourrir, une maison, des choses-là. Alors, ça a pris quand même 4 ans avant d'avoir cette opportunité-là qui se présente devant moi. Ou est-ce qu'un jour, lorsque j'ai quitté la Banque Royale pour être pour l'APK, j'ai croisé, mon chemin s'est croisé avec un il est décédé aujourd'hui, là, qui s'appelle Gilbert Leblanc, qui était propriétaire de la firme Direxis de consultation. Puis à un moment donné, il me dit t'aimerais-tu joindre notre équipe? Alors, sur le coup, voici mon opportunité qui se présente, mais je n'avais pas d'argent à acheter des parts dans la business. Alors, voici l'entente qu'on a prise, là. C'est principalement, c'est que à partir de mon salaire, j'ai concédé un certain montant pour le remboursement de l'achat de mes actions sur 5 ans. Alors, je suis devenu entrepreneur avec aucune mise de fonds personnels. J'ai embarqué dans une entreprise existante, fait que j'avais un salaire qui rentrait immédiatement. Alors, ma famille était à un certain point sécurisée sur ce côté-là. L'incertitude de est-ce que j'aurai une paye la semaine prochaine? Est-ce qu'elle va arriver? Je n'ai pas vécu ça. Mais c'est sûr qu'il a fallu que je me serre la ceinture. Je suis parti de l'APK. J'ai eu le même salaire chez comme partenaire, mais une partie de ce salaire a été enlevée pour acheter mes actions sur 5 ans. Alors, il a fallu pas que je me serre la ceinture et que moi et ma conjointe, on s'est serré la ceinture parce qu'on ne voulait pas que les enfants souffrent de cet aspect-là. Alors ça a été mon côté, que c'est de même que je suis devenu entrepreneur en faisant ce sacrifice-là. Puis c'est sûr qu'au début, je vous dirais,
Puis là, ça, c'est extrême, là. Mais j'ai acheté, je suis devenu partenaire 50-50 en 2001. Puis c'est seulement qu'en 2014 que j'ai acheté, mon partenaire de sang s'est retiré et que j'ai acheté ses actions, puis il est resté avec moi 3 ans de temps. Puis c'est vraiment rien qu'en 2017 que je pouvais dire que j'avais plein de décisions, plein de pouvoir de décision dans le business. Alors, c'est un grand laps de temps, là, puis je ne suis pas en train de dire que vous devriez envisager ça, mais ça, c'est le sacrifice. Parce que venant pas d'une famille d'entrepreneurs, j'avais tout à apprendre du métier d'entrepreneur. Alors, j'ai pris une décision, moi, de regarder, d'écouter et d'apprendre. De Gilbert, qui était un entrepreneur aguerri, il avait eu d'autres entreprises. Il a déjà été propriétaire de l'entreprise à Moncton, Maritime Windows and Doors, et ainsi de suite. Fait que j'avais beaucoup à. Lui, il venait d'une famille d'entrepreneurs. Alors, j'ai pris cette décision-là. Mais je pense que tout ça peut se faire dans un délai beaucoup plus court. Alors, le message ici, c'est encore une fois, la leçon que je vous partage, c'est un petit peu de si ne vous arrêtez pas à votre condition familiale pour sauter en entrepreneuriat, il faut juste regarder qu'est-ce que vous êtes prêt à faire. Puis quand on dit c'est un défi, moi, personnellement, c'est un défi est toujours une solution à un défi. La deuxième, et je termine là-dessus avant de répondre à la collection de Claudel, la deuxième partie de mon histoire, alors, tantôt, vous parlez comment apprendre à devenir entrepreneur, mais juste pour vous laisser savoir, présentement, Unisson, avec l'aide d'un de mes enfants qui travaille avec moi, on est en train de développer ce qu'on appelle le Centre d'excellence de l'entrepreneuriat en Atlantique, où est-ce qu'on veut former les gens qui désirent acheter des entreprises. Pourquoi? Parce que ça prend des compétences différentes. Alors, le but ici, c'est de dire, nous sommes dans le processus d'acheter des entreprises existantes, manufacturières. Le but ultime, c'est une fois que les entreprises sont achetées, on met nos systèmes en place et on va assigner un étudiant, entre guillemets, dans l'entreprise comme bras droit pour apprendre comment gérer une entreprise. Alors, puis ça, c'est pas nous, si vous me demandez quel genre de personnes qu'on recherche, hommes, femmes, Canadiens ou non, c'est pas important. C'est qu'il y a des gens qui désirent devenir entrepreneurs, mais qui regardent le côté repreneuriat surtout. Alors, l'histoire ici est la suivante. Finalement, après 4 années d'efforts et de recherche et de se faire dire non ou ça n'a pas marché, on a finalement conclu une entente dans la chambre d'une entreprise manufacturière à Fredericton. C'est une entreprise d'armoires de cuisine. Et puis, c'est là que je vous invite à réfléchir parce que, voyez-vous, nous, encore une fois, on a fait des concessions. On a réussi à faire la transaction avec aucune banque impliquée dans le portrait. OK? Alors, ça, je dois vous avouer que je suis très fier de mon coup, là. Parce que dans toutes les autres fois qu'on a essayé d'acheter l'entreprise, c'était constamment le côté financier qui achoppait. Les banques ne voulaient pas embarquer ou il y avait des conditions irréalistes pour nous autres. Cette fois-ci, on a décidé de regarder, on a baissé nos attentes. Au lieu d'acheter des plus grandes entreprises, des fois par l'orgueil, on a acheté une petite entreprise qu'on appelle des entreprises qui sont sous les radars. Alors, une entreprise de 4 employés, dont 2 des employés, c'est les propriétaires. Une entreprise qui dépend complètement d'eux, parce que les propriétaires fabriquent les armoires de cuisine, participent à la fabrication, participent à l'installation. Alors, on s'est entendu que je les ai rencontrés. Première étape, on a établi un lien de confiance. On a négocié, fait un offre. Puis aujourd'hui, bon, oui, cette fois-ci, j'avais de l'argent à mettre, là, cette fois-ci, à travers ma compagnie. On a réussi à m'entendre. Alors aujourd'hui, tout ce qu'on attend présentement, c'est les papiers de l'avocat, mais c'est qu'on a réussi à acheter l'entreprise on a acheté 60 de l'entreprise, pas 100 Puis les 2 propriétaires vont rester avec nous autres pour les 4 prochaines années, parce qu'à chaque année, on va acheter 10 de l'entreprise dans 4 ans. Alors, on s'est mis un délai de 4 ans pour devenir 100 propriétaire de l'entreprise et pour moi de dire qu'on fait ce qu'on veut maintenant avec l'entreprise. Alors, ça, c'est les concessions qu'on doit faire dans ces situations-là. Alors,
quand on regarde le potentiel sur le marché, c'est une avenue que vous devriez réfléchir. Est-ce que, exemple, est-ce que je pourrais trouver une entreprise qui m'intéresse, que je pourrais avoir une entente avec le propriétaire, que je vais venir travailler ici et apprendre, mais en même temps, chaque année, je vais vous acheter des actions pour devenir potentiellement propriétaire dans 4 ans, 3 ans, 5 ans. Mais c'est sûr que pendant cette période-là, il y a des concessions à faire. Autant le propriétaire, le propriétaire actuel doit faire des concessions, autant que vous devez en faire. Mais si votre objectif est de devenir entrepreneur, des fois, c'est là qu'il faut, comme moi, mon projet de centre d'excellence, au début, on a regardé des entreprises on a regardé dans des entreprises d'acheter dans des millions de dollars, puis on s'est rendu, puis là, c'était plus mon petit côté orgueil là, qui me jouait des tours. Aujourd'hui, euh, on s'est contenté d'une entreprise qui génère des revenus de 700 000 par année, très profitable, en affaires depuis 30 ans, mais la transaction est beaucoup moins que dans les 400-500 000, alors qu'il était beaucoup plus gérable pour nous autres à cet effet-là. Ça va? Alors, la leçon ici, là, encore une fois, là, je ne veux pas faire la morale. C'est ce que moi, tu sais, souvent on dit acheter une entreprise, faut être riche pour acheter une entreprise. Ma réponse est non. Euh, je- oui, j'avais 60 000 là, mais quand je peux devenir entrepreneur à l'âge de 42 ans, j'étais père de famille, 4 enfants, le seul salaire qui rentrait, aucun sou de côté, vraiment. Alors, je devais trouver une solution à devenir entrepreneur parce que c'est un objectif que je m'étais donné à cet effet-là. Puis c'est le moment que j'ai réussi, j'ai fait des concessions à cet effet-là. Alors, là, c'est comme on dit, ne vous arrêtez pas à ces embûches-là. Regardez l'embûche, puis essayez de voir quelle est la solution possible, puis d'avoir une discussion franche. Puis un entrepreneur qui est propriétaire d'entreprise, comme l'entreprise qu'on a achetée actuellement, ça faisait plus de 3 ans qu'elle était là avant. Puis il n'y a aucune relève familiale. Et puis les propriétaires, un, a des problèmes de santé, dont il commençait à être, il était beaucoup plus flexible à comprendre. OK, voici ce qu'on arrive, voici ce qu'on vous offre. L'entente jugée gagnant-gagnant pour tout le monde. Puis c'est le même qu'on a réussi à en devenir, à réaliser cette transaction-là. OK, alors, Claudel, tu as une question. Merci Marc-André pour les informations. En fait, je voudrais revenir sur le côté émotionnel. Oui. Hein. Est-ce que de ce point de vue-là, le propriétaire de l'entreprise n'aurait pas des a priori par rapport à un acheteur qui est un nouveau arrivant, c'est-à-dire du point de vue émotionnel, je suis un nouveau arrivant, je veux me lancer dans l'entrepreneuriat. Est-ce que le propriétaire, me regardant de ce côté-là, n'aurait pas des a priori pour me vendre, même si l'offre dépasse la demande? Euh, en toute honnêteté, Claudel, c'est sûr que des entrepreneurs qui ont une plus grande réticence face à cette situation-là. Je ne peux pas répondre avec conviction que oui, tu auras un grand défi. À mon avis, il y en a qui vont accepter ça sans problème. Il y en a d'autres qui vont avoir de grandes difficultés à accepter ça. C'est une réalité encore. Euh, Peut-être qu'une façon de le faire, c'est encore là, c'est de s'asseoir et de réfléchir comment je peux surmonter ce blocage-là. Euh, Parce qu'au bout de la ligne, si vous démontrez l'intérêt, l'enthousiasme et que vous êtes une bonne option, à mon avis, un entrepreneur devrait, peut-être pas sur le premier coup, mais peut-être à force de discussion, il pourrait avoir une prise de conscience de la part de l'entrepreneur que, OK, ben, au bout de la ligne, c'est peut-être c'est une bonne option pour moi pour l'instant. Ça va? Oui, ça va, ça va.
Il a. Oui, Claudette, oui, excuse. Oui, non, non, j'aime la franchise avec laquelle vous avez répondu à la question. OK. Il a. Alors, moi, j'ai deux questions. Oui. La première, c'est quand j'analyse un peu votre histoire, selon ce que vous venez de dire, Oui. c'est qu'il y a plusieurs manières de négocier un achat Mhm. d'entreprise. Est-ce que ces différentes manières-là viennent de la part du vendeur ou de l'acheteur? Ça, c'est ma première question. Oui. Ma deuxième question, c'est est-ce qu'il existe une plateforme spécifique pour trouver les personnes qui vendent leur entreprise ou alors c'est une question de réseautage? Parce que vous avez parlé vous avez quitté la RBC pour aller ensuite à j'ai oublié, La APAC? La PK. Voilà, la PAC. Et c'est de là que vous avez rencontré des personnes et Mhm. finalement, cette personne-là vous a proposé d'acquérir son entreprise. Donc, Oui. est-ce que c'est sur une plateforme particulière qu'on peut les trouver ou alors c'est une question de réseautage et comment entrer dans ce réseautage? OK. La réponse à la première question, c'est préférablement, c'est l'acheteur qui doit amener la solution, la structure financière. Alors, c'est moi qui ai amené la solution, la structure financière à l'entreprise qu'on vient d'acheter. Là, 40 quelques années, c'est quand j'ai admis à Gilbert que moi, mais j'ai pas d'argent pour acheter des actions. Puis là, on s'est assis comment on peut faire ça ensemble. Fait qu'on a eu une discussion ensemble. Mais selon moi, c'est l'acheteur qui devrait amener les solutions possibles à l'achat. Au niveau oui, les plateformes, il y en a une qui existe là, par rapport, moi, c'est là que j'ai trouvé l'entreprise qu'on a fait la question à Fredericton, c'est la plateforme de la RD, j'oublie le nom là, comme tel, sauf que cette plateforme-là est plus ou moins à jour maintenant parce qu'il y a beaucoup d'entreprises qui ne sont plus accessibles, qui sont là comme tel, mais ça, c'est une plateforme que j'ai trouvée. Je vous dirais, je vous mettrai en garde contre les plateformes où est-ce que c'est ce qu'on appelle des business brokers qui vendent, comme Sunbelt, puis ces choses-là, parce que les autres, c'est comme des agents d'immeubles. Ils ont une commission sur la vente, puis ils sont souvent plus ou moins ouverts à ce genre de transaction-là qui dit que, OK, on va faire un vendor take-back, là. Ils vont souvent déconseiller ça à leurs vendeurs. Sauf que dans 80% des cas, même une grande corporation multinationale qui est une entreprise vont exiger une retenue de la part du vendeur. Je vous dirais que la meilleure source d'information, c'est les bureaux de CPA, comptables agréés, parce que leurs clients, c'est leurs clients. Alors moi, c'est sûr que parce que j'ai beaucoup de... Ce que je fais, moi, je rencontre ces bureaux de comptables-là, puis je leur pose la question. Oh, OK. Voici la situation. Je suis acheteur. Voici ce qu'on recherche comme entreprise. Si vous avez des clients qui sont intéressés, que vous pensez qui font ça puis qui sont dans ce stade-là, ça me fera plaisir de les rencontrer puis de discuter. Alors, ça a été c'est mon approche que j'ai pris pour l'instant. J'appelle ça les influenceurs. Alors, je fais appel aux influenceurs parce que c'est du bouche à oreille parce qu'une chose qu'il ne faut pas oublier, c'est que souvent les entrepreneurs ne veulent pas laisser savoir que leur entreprise est à vendre. Ils veulent garder ça le plus confidentiel possible. Pourquoi? Deux choses. Ils ont peur qu'une fois qu'ils annoncent ça, hein, qu'ils vont perdre des employés. OK. OK? Alors, ils veulent garder ça confidentiel. Puis en même temps, ben, c'est toute une question un peu d'orgueil, là. Alors, souvent, comme on dit, je pourrais comparer là, à une maison. Vous allez rarement voir une enseigne en face d'entreprise à vendre. Oui. Je vois des fois à vendre, mais c'est des commerces comme des dépanneurs, j'ai vu ça, là, mais une entreprise là, comme manufacturière, vous ne voyez jamais de pancarte à vendre parce qu'on garde ça confidentiel. Alors, c'est pour ça que les CPA, les comptables agréés sont c'est selon moi la meilleure source parce qu'il n'y a pas une entreprise qui n'a pas un CPA. OK. Ça va? Oui, ça va. Merci. OK, Ruth, tu avais une autre question. Merci. En fait, j'ai deux questions. OK. La première question concerne le complexe dont vous nous avez parlé. C'est complexe ou je ne sais plus, là où vous dites que Le centre d'excellence? Voilà.
Ouais. Ouais, OK. Donc, j'aimerais bien avoir plus d'informations concernant ce complexe d'excellence-là. Oui. OK? Ça, c'est un. Et de deux, par rapport au reprenariat, je voulais savoir par qui est-ce que vous vous faites accompagner. Je veux dire, est-ce que vous faites accompagner par des avocats, par des comptables? Comment est-ce que ça se fait de manière générale pour que la transaction se fasse sans heurte? Merci. Alors, rapidement, sur le centre d'excellence, alors on vient l'idée remonte à 4 ans, mais c'est juste que l'idée ici, c'est être propriétaire d'entreprise. Alors, ce qu'on veut faire, comme exemple, lorsque la transaction est conclue avec l'entreprise de Fredericton, on aura mis nos systèmes en place, on va la gérer pendant 6 mois de temps, puis après ça, ce qu'on va faire, c'est qu'on va pour engager ou avoir quelqu'un de présent qui est un genre de directeur général, puis éventuellement, on va assigner quelqu'un qui serait intéressé. Exemple, tu serais intéressé, l'autre à ça, je te dirais, OK, mais tu vas aller travailler là, on va te payer, mais tu vas apprendre ce que c'est gérer une business. Alors, on va faire passer l'employé, la personne, à travers planification stratégique, exécution stratégique, marketing, vente, gestion du personnel, tous les aspects de la business. Puis, je vous donne un exemple. Christian, un de mes fils qui travaille avec moi, ça a été son cheminement de carrière. C'est qu'une fois qu'il a gradué de l'Université de Moncton en GOP, il est venu travailler avec moi pour 6 mois de temps. Puis il m'a dit, ben oui, ça m'intéresse, je veux continuer. Alors, ce que j'ai fait, je l'ai envoyé travailler chez un de nos clients, puis une maison suprême à Tracadie. Puis Robert Savoie, le président, a dit, envoie-moi Christian, je vais le prendre. Puis Christian a été le bras droit du président pendant 3 ans de temps. Puis à son retour, il dit, la seule déception que j'ai, il dit, j'ai perdu mon temps à l'université parce que j'ai tout appris ce que je devais apprendre dans la réalité, parce que lorsqu'il était là, il a géré un département, il a vu tout le côté coût de revient d'entreprise, il a vu le côté planification stratégique, il a tout vu dans l'entreprise, il a vécu les défis. Alors, ça a été ça, ça a grande idée. Alors, c'est un peu ça que je veux offrir aux gens, parce que l'université est bonne, j'ai moi-même un bac en finance, mais une université, le rôle est de créer des généralistes, ne crée pas des entrepreneurs. Moi, je veux créer des entrepreneurs et je peux vous garantir par ma propre expérience, ça s'apprend à devenir entrepreneur, surtout quand on a une entreprise existante. Alors, ça, c'est la première chose. La deuxième partie de ta question, Ruth, ça te prend absolument un avocat parce que lorsque tu fais une entente, il faut que tu mettes les papiers légaux en place, c'est sûr, certain. Alors, si tu es une entreprise existante, ça te prend un avocat qui va bâtir le document, qui va un peu encadrer la transaction. Après ça, par contre, au niveau de la comptabilité, souvent, moi, j'encourage les gens de garder le comptable qui est déjà en place pour la compagnie, pour l'instant. Puis, éventuellement, vous pourrez faire le changement à cet effet-là. Mais un bon avocat est de mise. Parce que, comme on dit, les contrats à cet effet-là. OK, je sais qu'il est une heure, Merci. alors oui, ça fait plaisir, Ruth. Il est une heure, alors peut-être la dernière question. Léonel, tu as une autre question? Non, c'est correct. Mes questions, les réponses sont sorties à travers les questions posées précédemment. OK, parfait. Alors, si je voudrais juste terminer ma présentation, parce que j'ai 2 autres petites slides rapidement que je vais vous partager. Oups, excusez-moi, j'ai été trop vite. Voyons, Marc-André. Bon, OK. Alors, conclusion de tout ça aujourd'hui. Rappelez-vous la chose suivante, dans les prochaines années, il n'y aura pas un manque d'entreprises, il y aura un manque de repreneurs. Alors, rappelez-vous ce que je dis, offre et demande. Puis, la prochaine génération d'entrepreneurs, que je présume certains d'entre vous ici, c'est pas juste se poser quelle entreprise que je peux créer, mais quelle entreprise que je peux acquérir. Alors, je pense que c'est important de se rappeler de ça. Puis voici mes coordonnées. Alors, si vous avez des questions, vous pouvez contacter Ryan aussi
qui peut vous aider à vous connecter avec moi. Sinon, vous avez mes informations ici. Et puis, ben, c'est ça. Je pense que j'ai fait le tour de tout ça. Je ne sais pas si en terminant, écoutez, je vous remercie de votre temps, là. Et puis, avoir une entreprise, c'est un défi. Je vous en conçois. Moi, personnellement, je trouve que c'est un des plus beaux, une des plus belles professions existantes si vous voulez vraiment pousser votre limite, votre capacité personnelle, parce que c'est un peu ça qui a été ma décision, là, une fois que j'ai lu ce livre-là, Réveiller le géant en vous, qui dit que je ne me contenterai jamais de moins de ce que je suis capable de faire, puis la limite est là. Alors, moi, je me pousse, puis je trouve qu'en tant qu'entrepreneur, c'est une belle place pour le faire. Alors, Ryan, il est déjà 1h02, je m'excuse, j'ai dépassé. Non, non, c'est correct, c'est correct. Alors, Alors, oui, pour tout le monde qui est ici aujourd'hui, moi, je vais envoyer le vidéo de cette session ici et la présentation qui a été utilisée aussi. Alors, tu peux faire un revue de les contenus, puis si tu as plus de questions, tu peux m'envoyer un courriel ou les contacts pour Marc-André, c'est à la fin de la présentation aussi. Parfait. Alors, merci beaucoup, Marc-André, pour être ici aujourd'hui. Puis, merci à tout le monde pour venir à cet atelier aujourd'hui. Merci. merci beaucoup, tout le monde. Bonne journée. Bonne journée à tous. Merci Ryan, et bonne journée. Ryan, tu me laisses le temps de prendre les emails en note avant Oui. de terminer le meeting? Oui, Si ça ne te dérange pas. oui, allez. Marc-André. Excusez-moi. Oui. Comment est-ce qu'on fait pour être au courant des nouveaux webinaires? Et comme ça, moi-même, je pourrais envoyer le lien à des personnes qui, je sais, sont intéressées par l'entrepreneuriat et le reprenariat. Marc-André, je ne sais pas si tu fais d'autres webinaires autres qu'avec nous, mais je dirais pour nous à la commission, on fait les différents webinaires à chaque mois. Pour l'information d'ici cet webinaire puis atelier, tu peux trouver l'information sur notre site web. À la fin de le site web, il y a une page là pour enregistrer pour notre newsletter. Alors, à chaque mois, ça va envoyer toi l'information de c'est quoi qui va arriver dans le prochain mois. OK, d'accord. Merci beaucoup. Allô? Oui. Oui, désolé, je reviens encore. J'aimerais savoir, dans votre centre d'excellence, comment est-ce que ça se passe, les critères de participation? J'aimerais juste savoir comment ça fonctionne. Le critère de sélection, pour l'instant, c'est faut démontrer le désir d'acheter une entreprise. Puis, je vous dirais qu'il n'y a pas vraiment de critère de sélection. Je ne cherche pas. Vous n'êtes pas obligé d'avoir un degré universitaire. C'est sûr, certain qu'un degré au moins collégial, oui, comme tel. Puis une certaine flexibilité, parce que là, pour l'instant,